Je suis gestionnaire au service clinique pour les enfants. Je voudrais vous parler un petit peu de moi. J'ai plus de 15 ans d'expérience pour travailler avec les adolescents qui s'engagent avec des comportements sexuellement mauvais et aussi avec les enfants qui ont subi des traumas. Moi, je suis Michael Davis. Cela fait 20 ans que je travaille dans ce domaine. Je suis un thérapeute et je appartiens aussi au CIC 2 jours par semaine. Je travaille aussi avec les mêmes groupes que Melissa. Cela fait de nombreuses années que nous travaillons ensemble. Je voudrais vous parler de quelques points d'intendance pour les gens qui nous écoutent en français. Vous allez sur en bas à gauche de votre écran et vous sélectionnez le français pour suivre la présentation. En anglais, vous allez au côté en haut, document d'anglais, vous allez au côté en haut à gauche pour le suivre en français. Vous téléchargez en cliquant sur les documents à droite. N'hésitez pas à prendre les documents dans les deux langues en cliquant sur la droite. Il y a aussi des documents supplémentaires que nous avons téléchargés ici. En dernier, il y aura une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Dans ce cas-là, allez sur la barre des outils et vous cliquez sur participants et faites les questions. Si vous écoutez ce webinaire en groupe, merci de nous faire savoir le nombre de participants. Nous allons maintenant commencer la conversation. Mike et moi-même vouliez vous faire comprendre qui est Radius. Nous sommes la fusion de deux agences spécialisées qui ont près de 40 ans d'expérience. Nous avons apporté les programmes de ces enfants qui ont des comportements abusifs sexuels, les enfants de moins de 12 ans qui ont des problèmes au niveau du comportement sexuel et les personnes qui ont subi différentes méfaits sexuels. Et nous sommes spécialisés aussi lorsque l'abus sexuel a été entre les frères et sœurs. Nous allons rapidement voir les statistiques et de discuter les caractéristiques et les stratégies uniques pour travailler avec les familles et revoir aussi le cadre pour travailler avec les familles dans lesquelles il y a eu agression sexuelle et examiner un protocole pour travailler avec ces familles. Nous allons commencer avec les statistiques pour vous donner un peu de contexte par rapport à cette question. Lorsqu'il y a une agression sexuelle entre les frères et sœurs, nous connaissons très bien ces statistiques, bien que au niveau de l'exploitation sexuelle des enfants et l'abus sexuel s'est passé dans toute l'histoire. Ce n'était pas reconnu comme un problème de société jusqu'en 2001 que au niveau de l'exploitation sexuelle des enfants et l'abus sexuel s'est passé dans toute l'histoire. Ce n'était pas reconnu comme un problème de société jusqu'en 1984, qui était connu comme le Batchelor Report. Nous avons fait des avancements et des améliorations au niveau de la législation afin de protéger mieux les enfants. Nous savons ces statistiques, une femme sur deux, un homme sur trois ont été victimes d'actes sexuels non désirés, que 4 incidents sur 5 se sont passés lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents et que 95% des enfants qui ont subi des agressions sexuelles connaissent leur agresseur. Je sais que ces statistiques ont plus de 30 ans, mais elles sont toujours pertinentes. En fait, il n'est pas vraiment possible de connaître les chiffres exacts de l'agression sexuelle chez les enfants au Canada. Nous savons que c'est une fraction de ce qui se passe en réalité. Et vous savez certainement pourquoi nombre de victimes ne divulguent pas ces agressions sexuelles et ne les signalent pas aux autorités, ou certaines formes d'agression sexuelle ou d'exploitation sexuelles ne sont pas vraiment reflétées au niveau provincial ou au niveau des mécanismes de protection de l'enfance. Ce que nous savons, c'est que ces informations proviennent du département de la justice du Canada, qui indique que cette exploitation ou cette agression sexuelle des enfants est vraiment incroyablement commune au Canada. Au Canada, les adolescents représentent 15 à 20% des agressions sexuelles et de ces délits. Un tiers de ces agressions
contre les enfants sont commis par des jeunes. C'est assez disproportionné par rapport aux autres groupes 100 personnes de la population. Lorsque vous considérez à la gauche, vous voyez ces âges 12, 13, 14 ans. Lorsque les enfants ou les jeunes ont subi des agressions sexuelles, très souvent, la personne qui a commis le crime avait à peu près leur âge, surtout autour de l'âge de 12 ans. Les personnes qui sont accusées de ces agressions sexuelles contre les enfants ont un pic à l'âge de 13 ans, comme vous pouvez le voir sur le graphique, ainsi qu'à l'âge de 14 ans avec 117 pour une personne, pour 100 personnes. Comme vous pouvez voir, il y a un déclin important alors que l'âge s'accroît. Ces observations sont vraiment consistantes avec les recherches, surtout au niveau des comportements risqués des adolescents et si vous regardez à l'âge de 25 ans, vraiment consistante avec les recherches, surtout au niveau des comportements risqués des adolescents et si vous regardez à l'âge de 25 ans, vous verrez que ces agressions sexuelles se poursuivent jusqu'au milieu des années de la personne quand elle a 20 ans. Donc, on ne peut pas minimiser ces agressions sexuelles par les jeunes et se concentrer uniquement sur celles commises par les adultes. Sur ce graphique, vous voyez le taux de rétention des agressions sexuelles et qui ont été appréhendées par la police et qui sont allées au tribunal en fonction des types de relations. Si vous regardez la colonne sur la gauche et ou la deuxième à partir de la gauche qui est connue par la victime et l'autre, celle qui est à droite, avant-dernière, c'est les membres de la famille. Et là-bas, complètement à droite, cela veut dire les parents adoptifs, les autres parents, etc. Ce que ce graphique vous montre, c'est que les personnes qui ont subi l'agression sexuelle ont été agressées par quelqu'un qu'ils connaissaient souvent. C'est beaucoup plus fréquent que d'être agressé par un étranger. Vous voyez que c'est 48 par rapport à 64 si les rapports sont faits aux autorisés quand il y a un étranger. Et ce taux de 60 contre 78 en cas de report aux autorités. Lorsqu'il y a une agression par la famille et par les frères et sœurs, très souvent cela implique un abus sur la longue durée et pas de rapport aux autorités. Les accusateurs qui ont été accusés, 1% des enfants victimisés dont les cas se sont retrouvés au tribunal. Au-delà de tout, cela signifie vraiment que l'agression sexuelle par les enfants sont beaucoup moins fréquents pour qu'ils terminent par une accusation. C'est bien dommage. Il n'y a pas tant d'années, lorsque le comportement sexuel entre les frères et sœurs, on pensait que c'était assez normal d'expérimenter la sexualité entre frères et sœurs. Cependant, maintenant, il y a un consensus que c'est un cas vraiment grave et qui peut avoir des conséquences dans toute la durée de la vie ainsi qu'au sein de la famille. Ce que nous ne savons pas aussi, c'est au niveau de la relation entre les frères et sœurs qui impacte les symptômes. Il y a tellement peu d'études qui sont faites à ce sujet d'agression sexuelle de la vie ainsi qu'au sein de la famille. Ce que nous ne savons pas aussi, c'est au niveau de la relation entre les frères et sœurs qui impacte les symptômes. Il y a tellement peu d'études qui sont faites à ce sujet d'agression sexuelle par les frères et les sœurs, bien qu'il y a des preuves que cela arrive très souvent. Donc les études représentent vraiment une toute petite fraction de ce qui se passe en réalité et surtout de ce qui se passe au moment de l'adolescence. Pourquoi est-ce qu'on veut en savoir plus? Parce qu'on peut avoir une meilleure évaluation. Ça nous permet d'établir des plans de sécurité, des traitements, et qu'on puisse vraiment établir des stratégies qui vont avec ces problèmes. Pourquoi est-ce que cela vaut le coup de s'investir plus à ce moment-là? Si vous êtes
au courant, bien sûr, la plupart des enfants grandissent avec des frères et sœurs. Cette relation a de nombreux problèmes. L'attachement aux frères et sœurs est plus important qu'un attachement normal, parce que c'est un mécanisme d'arriver à gérer la situation. Les caractéristiques uniques des agressions sexuelles entre les frères et sœurs. Il y a moins d'accès aux opportunités. Il faut aussi s'assurer que l'agresseur et la victime n'aient pas de contact, et c'est difficile de le faire pour une grande durée, de partager par exemple les salles de bain. Cela pose des problèmes au niveau des plans de sécurité. Une confusion relative à la responsabilité, surtout due aux relations familiales. Relative à la responsabilité, surtout due aux relations familiales. Les parents se sentent mal avec les deux enfants et se sentent extrêmement coupables, surtout après la divulgation. Il y a beaucoup de culpabilité, de honte pour les parents. Ils se sentent extrêmement responsables. Les parents, les professeurs. Et si les parents vraiment ont une surveillance importante, et dans ces cas-là, les évaluations avant une réunification sont vraiment fondées sur les capacités de surveillance des parents. D'y avoir des problèmes de désordre cognitif, des problèmes de comportement sont en jeu. Et les cas sont vus au niveau du tribunal des jeunes. Et il semble qu'il y ait une meilleure réhabilitation. Est vue dans le système de justice. Il y a aussi bien sûr des problèmes au souci de la santé mentale. Les adolescents n'ont pas une position d'autorité par rapport aux jeunes enfants, comme on pense que cela est le cas dans le cas d'un abus par un adulte. Cela met un poids extrême au niveau des familles, surtout au niveau de la honte, de la culpabilité et la détresse émotionnelle qui se trouve à ce moment-là au sein de la famille. Les croyances à considérer, comme on l'a vu, il faut vraiment garder les choses à l'esprit quand une famille veut se réunifier. C'est que ce n'est pas un processus établi dans le temps, que l'enfant doit être mis en sécurité, que la résolution fait partie du processus de rétablissement, de changement et de paix, que les relations de famille sont modifiées au moyen d'un processus de résolution. Chaque membre de la communauté mérite d'être en sécurité, surtout l'enfant qui est dans la famille. Les membres de la famille aussi. Ces agressions sexuelles sont abusives et ont des conséquences extrêmes au niveau des relations de la famille, au niveau de la conscience, du soutien familial, au sein même de la famille et ailleurs. Il faut augmenter les facteurs de protection pour l'enfant et sa famille. C'est extrêmement important d'avoir une approche collaborative et qui prenne en compte le point de vue de tous les participants. Il faut que les interventions prennent en compte les réalités culturelles, spirituelles et linguistiques et qu'elles soient vraiment fondées sur les points forts, parce que cela peut influencer chaque étape de ce processus. Et que la responsabilité de la famille s'étend jusqu'à la famille éloignée. Nous voudrions mettre en exergue les différents types et taux de réunification. Michael et moi-même voudrais vous montrer différents concepts, surtout par rapport à ce qui concerne différents types de réunification. Nombre de mes collègues ont participé à des études, Nancy Fall, M. Scott, et qui ont fait une étude concernant les différents types de réunification et la fréquence à laquelle les familles sont réunifiées. Donc, je voudrais vous expliquer un petit peu les différents types. La réunification relationnelle.
et lorsqu'ils et ne vivent pas ensemble à la fin du traitement. Mais dans ces cas-là, c'est une relation de visite qui est maintenue. Voilà ce que nous appelons la réunification relationnelle. La réunification au niveau de l'habitation, c'est quand le travail thérapeutique a été terminé avec l'adolescent qui est coupable et l'enfant qui a été victimisé et que le travail a été fait de façon conjointe avec tout le monde. Le contact à ce moment-là est fait de façon progressive et en finale, le frère ou la sœur offenseur retourne à la maison. La réunification statique, c'est encore une fois le traitement est complété, mais les frères et sœurs n'étaient jamais séparés, alors que le travail en thérapie a été fait alors qu'ils habitaient encore ensemble et étaient en contact fréquent. Ensemble et étaient en contact fréquent. Les familles qui n'ont pas été réunifiées, c'est qu'il n'y a pas eu de traitement qui a été complété au niveau du traitement. Les chercheurs ont considéré 56 familles au niveau des services pour l'enfance et la jeunesse. Dans ces 56 familles qui ne recevaient plus les services, seulement 16 ou autrement 28% ne se sont pas réunifiés, alors que 72% avaient réussi à établir une sorte de réunification. 32% ont été réunifiés de façon relationnelle alors qu'il y avait une résolution au niveau des frères et sœurs. Même si l'enfant n'est pas retourné vivre avec l'enfant qui l'avait victimisé. Il y a un pourcentage moindre qui se sont réunifiés de façon additionnelle au niveau de l'habitation à la fin du traitement et encore moindre lorsque les enfants vivaient ensemble lors du traitement. 72%, c'est vraiment un chiffre important. Donc, ce travail de réunification marche vraiment et vaut le coup de s'investir au niveau du temps parce que les familles, dans ce cas-là, arrivent à se réunifier d'une façon ou d'une autre. L'étude aussi considère les facteurs qui favorisent la réunification. C'est important d'insister sur ce point parce que cela permet de montrer qu'il y a différents systèmes qui fonctionnent et de travailler ensemble vers un but commun si c'est le but de la famille. Ce qu'ils ont découvert est que tout le monde, qui inclut la famille, qui est impliqué, le système, est possible et que cela vraiment favorise la réunification. Ils ont découvert aussi que si l'enfant qui a été abusé et que l'enfant qui avait commis l'agression sexuelle, s'ils étaient traités au sein de la même agence, cela aussi améliorait le processus et cela paraît logique au niveau de la communication, par exemple, et des capacités d'avoir des partenaires proches avec qui vous travaillez d'un point de vue clinique. Ils ont aussi découvert que de nombreux membres de la famille qui offraient beaucoup de soutien, et surtout s'ils étaient tous inclus dans le processus, ce qui veut dire les parents et pas seulement un enfant qui n'était pas un agresseur ni victimisé, surtout s'il y avait plus de 2 enfants au sein de la famille. Quand tous les membres de la famille sont impliqués et offrent du soutien, cela améliorait les chances de réunification. Aussi, quand le système de surveillance était bien unifié. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a des systèmes de justice et de protection sociale et des systèmes de famille, ou quand tout le monde travaille en étant sur la même longueur d'onde et qu'on considère les mêmes valeurs et les comportements, les règles pour la surveillance, cela aussi améliore le processus de réunification. De même, quand les parents reconnaissent et rendent la personne qui a victimisé responsable, cela aussi améliore les chances de réunification. Michael vous a parlé des cas particuliers d'abus sexuels par les frères et sœurs dans les diapos précédentes.
Si vous considérez ce graphique ici, cela reconnaît que quand on pense à un processus de réunification entre les frères et sœurs en cas d'agression sexuelle, c'est assez complexe. C'est assez complexe. Donc, il faut vraiment travailler de façon collaborative et tous ensemble. Cela inclut la famille ainsi que les membres de la communauté élargie. Et cela peut donner les meilleures opportunités d'évaluer la sagesse d'une réunification possible et que tout le monde soit impliqué. Certaines des personnes sont peut-être plus évidentes, comme par exemple la personne qui a commis l'agression sexuelle, les parents, l'enfant qui a été agressé. Il y a d'autres personnes qui sont plus dans le fond, comme la communauté, des amis, des mentors, pardon, et des écoles. Et toutes ces participations influencent les possibilités de réunification parce qu'ils apportent à chacun leur force et leur point de vue. Donc, ce à quoi nous devons faire attention quand on considère la réunification, c'est les points forts des différents systèmes que je viens de mentionner, que ces points forts puissent être intégrés dans le meilleur intérêt de l'enfant qui a été agressé, ainsi que pour l'offenseur. Nous avons utilisé le terme de réunification lors de notre présentation. Cela veut dire que nous remettons les frères et sœurs et ensemble. Nous voulions être beaucoup plus précis. Ce que cela veut dire, c'est que cela inclut 4 différents processus: la clarification familiale, reconnexion familiale, réunification familiale et la réintégration de la famille. Ces 4 éléments sont vraiment différents dans un processus large pour assurer la sécurité. Nous allons revoir avec vous le protocole que l'on suggère et les différentes étapes d'un processus de réunification entre les frères et sœurs. Je pense que nous avons été bien clairs que la réunification est vraiment essentielle, même s'il y a eu de gros problèmes comme l'agression sexuelle. L'instinct humain, c'est de se reconnecter avec quelqu'un qui a un rôle important dans la vie de quelqu'un. Donc, la clarification de la famille, je vais vous expliquer un petit peu. C'est le processus de parler au niveau des dommages subis et de l'impact que cela a eu au niveau de la famille. Cela est fait avec la supervision de professionnels qui peuvent permettre cette reconnaissance et surtout que la personne qui a commis les violences fasse des excuses. C'est là où on peut aussi discuter des besoins de l'enfant qui a été victimisé et les capacités des familles et de considérer les différentes options pour avoir un contact sécuritaire. La reconnexion au niveau de la famille, ça implique une sécurité importante. Même s'il y a eu des comportements qui ont fait du mal, le besoin de réunification est souvent important et la famille veut trouver différentes façons de se réunir. Donc la sécurité doit inclure, et la mise en place de cette sécurité doit inclure des professionnels. Et on doit définir le contexte de cette réunification. Il faut établir un plan de sécurité qui doit être mis en œuvre et que les membres de la famille comprennent bien la valeur de ce plan et qu'ils surveillent bien aussi le processus de mise en place parce qu'ils seront en final responsables de le mettre en place. Ensuite, la réunification et la réintégration veut dire que les professionnels et les différents systèmes travaillent avec la famille afin de considérer quel est le type et quel est le degré de contact qui est possible entre l'enfant qui a subi et l'enfant qui a commis l'agression sexuelle. Il faut que tout le monde veuille essayer de se réunifier, que les professionnels aussi considèrent que ce soit une bonne idée. La réintégration veut dire, c'est de ramener l'agresseur sexuel au sein de la famille. Il y a un point d'interrogation ici parce que ça n'est pas toujours le cas. On ne peut pas dire que la réunification soit toujours possible et dans le meilleur intérêt de l'enfant. Donc, Michael et moi-même voulions suggérer un processus par étapes, depuis la divulgation jusqu'à la réunification, en fonction de lignes directrices qui ont déjà été établies, la connaissance du domaine et les experts dans le domaine.
Pour cette présentation, on va seulement considérer l'évaluation lorsque les gens sont prêts à faire une réunification et de vous donner un petit peu le contexte dans lequel on commence ce processus de réunification à partir du moment où il y a eu divulgation du dommage sexuel. Il faut vraiment faire attention à partir de la divulgation et du traitement. Dr. Tracy Terwin, Dr. Kenneth Toscan et Mme Schuller, ils ont défini un protocole recommandé. Et vous devriez pouvoir trouver cela dans les ressources que nous vous avons fournies. C'est un protocole en 3 parties. Vous pouvez le télécharger depuis notre site Web. C'est comment répondre à l'agression sexuelle par des adolescents. Au Canada, seulement la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse ont imposé des protocoles par rapport aux offenses sexuelles. Différentes suggestions. Nous allons maintenant parler des conditions idéales avant une réunification et comment cela affecte les différentes personnes de la famille. On commence avec la personne qui a subi l'agression sexuelle. Il faut qu'ils aient une évaluation concentrée sur le trauma pour savoir leurs besoins et le traitement. Il faut qu'il y ait une volonté de réunification par l'enfant qui a été agressé. Il doit être capable de parler de l'abus sexuel avec un clinicien ou avec la famille. Ils doivent tenir responsable la personne qui a subi l'agression sexuelle. C'est que très souvent, les enfants se blâment eux-mêmes de l'agression sexuelle lorsque l'adolescent est retiré de la maison. L'enfant se sent coupable. Et il faut qu'ils arrivent à un point où ils reconnaissent que l'adolescent ou le frère ou la sœur est entièrement responsable, non seulement pour l'abus, mais aussi pour la situation. Ils doivent aussi être capables de parler de leurs sentiments et de leurs besoins. Ils ne doivent pas se blâmer pour l'agression sexuelle. Ils doivent se sentir en sécurité et protégés au sein de la maison. Et ils doivent aussi être capables d'appliquer les plans de sécurité et bien les comprendre. Il faut qu'ils puissent se sentir vraiment en sécurité et que tous les membres de la famille connaissent bien ce plan de sécurité. Par rapport à l'adolescent qui a commis l'agression sexuelle, il faut une évaluation complète au niveau du comportement sexuel abusif. Il faut qu'il reconnaisse l'agression et en assume l'entière responsabilité. Il faut qu'il montre qu'il est conscient des situations à haut risque et de ses besoins. Doit montrer qu'il peut discuter, trouver des stratégies pour faire face aux situations de risque et répondre à ses besoins. Il doit montrer qu'il est capable d'élaborer des plans et des stratégies de prévention. Il doit montrer une véritable empathie pour l'enfant qui a été victime et comprendre bien les conséquences de son comportement, pas seulement sur l'enfant, mais aussi sur les autres membres de la famille ainsi que les autres frères et sœurs. Il doit aussi être capable de s'excuser vraiment auprès de la famille et auprès de la famille pour son comportement abusif. Il doit aussi vouloir renouer avec la famille. S'il ne le veut pas, ce n'est pas la peine d'aller de l'avant. Il faut aussi accepter les plans et les limites de la réunification. Par rapport aux adultes non abusifs ou alors ceux qui prennent soin des enfants, ils doivent avoir une volonté de réunifier la famille. Ils doivent vraiment tenir l'adolescent responsable de son comportement, mais ne pas blâmer l'enfant qui a été agressé. Ils doivent pouvoir parler de l'abus sexuel ouvertement. Il faut que l'enfant puisse se sentir en sécurité s'il veut en parler. L'enfant puisse se sentir en sécurité s'il veut en parler, de faire passer en premier les besoins de l'enfant qui a été victimisé et aussi qu'il soit capable de signaler de nouveaux abus ou des situations à haut risque. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation à haut risque qui se passe au sein d'une famille qu'on retourne à la case départ. Il faut pouvoir aller de l'avant d'une façon ouverte, qu'il soit aussi conscient des facteurs de haut risque et des besoins des adolescents, ainsi que des plans de sécurité, et qu'il soit capable de superviser l'adolescent et de protéger les enfants. Au niveau de la famille, les besoins de l'enfant qui a été abusé doivent être mis sur le devant de la scène,
de rendre responsable l'adolescent qui est responsable de l'agression. Ils doivent pouvoir parler de tout ouvertement. Ils doivent être au courant des facteurs de risque, de signaler une nouvelle agression éventuellement, de mettre en place des systèmes de soutien. Cela comprend aussi les grands-parents ou qui que ce soit qui surveille l'enfant et l'adolescent et qui participe à la famille. Au niveau des frères et sœurs qui n'ont rien fait, ils doivent être au courant de l'agression. Ils doivent avoir aussi l'opportunité de faire part de leurs sentiments et de leurs pensées, d'avoir qu'on prenne en compte leurs besoins, qu'ils reconnaissent aussi que l'adolescent est responsable et qu'il soit aussi volontaire pour avoir une réunification, qu'ils se sentent eux-mêmes en sécurité et protégés et qu'ils sachent et qu'ils soient capables d'appliquer les plans de sécurité. C'est que la règle ne s'applique pas seulement à l'adolescent, mais il faut bien que tous les membres de la famille comprennent toutes ces règles et ces plans de sécurité. Il y a une liste vraiment très détaillée des conditions préalables à la réunification. Vous la trouverez, cette liste détaillée, dans les ressources qu'on vous donnera à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces documents qui vous fournissent plus de détails sur ce dont Michael vient de vous parler. L'étape suivante, après voir si la famille est prête à se réunir, c'est de voir au niveau de la clarification familiale. Pour vous faire un petit rappel, c'est-à-dire de pouvoir parler du préjudice qui a été fait, des effets que cela a eu sur tout le monde et sur la famille dans son entière. Et ces conversations doivent être sous la supervision d'un professionnel. Et cela permet de faciliter la reconnaissance très souvent, que ce soit la reconnaissance par l'adolescent qui a fait du mal, ainsi que sa possibilité de faire des excuses et aussi que l'enfant qui a été agressé puisse parler. Donc, cette phase vraiment donne du soutien à la famille et lui permet de mieux comprendre et de mieux communiquer. Cependant, nous devons aussi reconnaître que la communication est vraiment différente par rapport à avoir un contact physique direct. Et dans cette diapositive suivante, on va voir comment on peut faire au niveau de la communication. Et cette phase de la réunification, l'adolescent qui a été l'agresseur et l'enfant qui a été agressé commencent à échanger des lettres, par exemple, ou différentes notes au niveau du traitement ou au sujet de leurs besoins. La communication est vraiment différente par rapport au contact. Ça n'est pas, on ne parle pas d'être dans la même pièce. C'est seulement pour eux d'établir des bases afin qu'ils puissent décider si la réunification est quelque chose qu'ils envisagent. Que la communication soit vraiment en gardant à l'esprit la personne qui a été victimisée. Que la communication ait lieu avec tous les membres de la famille et pour voir quelles sont les limites que l'on va établir. Cette communication est vraiment un processus qui prend du temps et on commence en écrivant des lettres. Et ensuite se poursuit avec l'adolescent qui va faire une lettre d'excuse auprès de l'enfant qui l'a agressé. Michael et moi-même voulions parler un petit peu de la rédaction des lettres. Si on parle de la réunification, mais si on se concentre vraiment sur le processus de la rédaction des lettres, c'est vraiment une très ancienne forme de littérature. Les lettres font partie facilement de la pratique clinicienne. Les lettres ont vraiment un gros effet, tant sur la personne qui les écrit que sur la personne qui la lit. Et c'est un outil puissant, surtout au niveau du processus de réunification. Les lettres ont vraiment un gros effet, tant sur la personne qui les écrit que sur la personne qui la lit. Et c'est un outil puissant, surtout au niveau du processus de réunification. Cela permet de ralentir le processus pour la personne qui a été agressée. Et cela leur permet d'être vraiment conscients et de voir jusqu'à quel point ils peuvent tolérer les choses. Donc, ce processus de clarification, c'est au niveau d'un échange de lettres entre la victime et la personne qui a été l'agresseur. Ça peut être aussi même quelle fait ta taille, quelle école tu vas, quelle taille fais-tu, quelles sont tes notes à l'école.
Le thérapeute qui travaille avec les enfants peut aussi échanger des lettres avec l'agresseur ou l'enfant qui a été victimisé. Poser des questions. Quels sont les buts que tu as, par exemple, en thérapie? C'est une lettre qui permet de vraiment comprendre et de mettre en exergue les compétences de, l- du jeune ou de l'enfant qui a été un agresseur, et qu'il puisse développer de l'empathie, qu'il puisse vraiment se sentir responsable. Cela permet à cette jeune personne de changer vraiment et de définir une nouvelle identité. Ce processus de clarification, c'est vraiment pour que l'agresseur dise voici comment j'ai changé, comment je peux aider dans la famille à partir de maintenant. Donc, c'est vraiment d'établir les bases au niveau du changement et qui, bien sûr, n'intègre pas les comportements abusifs sexuels dans le futur. Nous allons parler maintenant au niveau de la reconnexion familiale et de la planification de sécurité. L'instinct humain est vraiment les comportements abusifs sexuels dans le futur. Nous allons parler maintenant au niveau de la reconnexion familiale et de la planification de sécurité. L'instinct humain est vraiment important au niveau de la reconnexion, même lorsqu'il y a eu préjudice. La famille veut considérer différentes façons de reconnecter de façon sécuritaire et cela implique des professionnels et la famille étendue. C'est un processus qui doit voir dans quelles conditions les contacts doivent être établis. Ce processus doit être établi avec un cadre de planification sécuritaire et que tout un chacun comprenne l'importance de ce plan de sécurité et que les professionnels vraiment soient ici pour surveiller chaque étape du processus ainsi que la sécurité de tout un chacun. Encore une fois, l'abus sexuel crée une... Quand vous avez repris le pouvoir, vous pouvez définir votre futur. Certaines des choses que l'on considère comme les règles de sécurité gardent vraiment en tête la victime tout d'abord. Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'elle veut? Dans quelles circonstances elle se sent responsable? Tous les membres de la famille doivent être d'accord avec ces règles et de s'y conformer. La planification de sécurité est un processus. Des règles rigides tout d'abord qui doivent ensuite être plus souples. Au début, le plan de sécurité n'est pas celui qui sera appliqué plus tard. Les règles doivent prendre en compte la maison et les visites de la famille élargie. Donc, c'est où est-ce qu'on va au niveau des activités, où est-ce qu'on va pour qu'est-ce qui se passe quand on est en vacances, qu'est-ce qui se passe quand on comprendre les règles. Les règles décrivent bien sûr les exigences en matière de supervision, le toucher, la vie privée, l'accès à du matériel sexuel, les conversations. Il n'y a aucun plan de sécurité qui soit parfait. Et bien sûr, il y a des nids de poules sur cette route. Et dans ces cas-là, on doit les réviser. L'étape suivante dans ce processus que nous proposons est la réunification de la famille ou la réintégration. C'est vraiment de rassembler tout le monde dans un cadre clinique. On fait des projets à ce moment-là de se réunifier à l'extérieur d'un cadre clinique. Et c'est déjà d'être d'accord avec un contact qui puisse être possible entre l'enfant, l'adolescent et la famille. Chaque personne doit être d'accord et vouloir aller de l'avant avec le processus. Ce que Michael et moi-même n'avons pas mentionné avec un contact qui puisse être possible entre l'enfant, l'adolescent et la famille. Chaque personne doit être d'accord et vouloir aller de l'avant avec le processus. Ce que Michael et moi-même n'avons pas mentionné tout à l'heure, c'est quand on considère ce processus de réunification, c'est qu'il y a toujours la possibilité de s'arrêter ou de faire une pause dans le processus. C'est vraiment important de le mentionner. Encore une fois, la réintégration, c'est la capacité de prendre des décisions quant au genre de contact que l'on aura. Est-ce que les deux personnes, l'agresseur et l'agressé, habiteront ensemble dans le même foyer?
Est-ce qu'il n'y aura pas de réunification ou est-ce qu'il y aura une réunification relationnelle, c'est-à-dire que l'enfant ou l'adolescent qui a agressé peut faire des visites seulement? Encore une fois, ces décisions doivent être prises dans un cadre clinique et de façon progressive. Ce n'est pas établi dans le temps. Ça ne se passe pas à un seul moment. C'est un processus et l'on vérifie avec tout le monde que tout se passe pour savoir si on doit accélérer, ralentir ou même faire une pause en fonction des besoins. Comme on a mentionné tout à l'heure avec le processus de clarification, les lettres, des vidéos, des échanges, des coups de fil, des observations de la vie quotidienne ou d'utiliser FaceTime par exemple, et qu'ensuite, peut-être, les contacts auront lieu en dehors de ces rendez-vous cliniques, qu'il y aurait des visites à la maison avec un chaperon ou avec les parents pendant de courtes durées et qu'ensuite le temps sera allongé. Donc encore, on passera au lieu d'une visite d'une heure, on passera à 3, à 6 et qui peut ensuite arriver à une visite à la maison en passant une nuit, encore une fois, avec un chaperon. Et donc au début, on commence seulement pendant la journée avec quelques heures, une heure et plus avec un chaperon des parents et qu'à chaque fois, on fait une réévaluation et on parle avec les personnes. Et ensuite seulement, au final, on fassera une visite ou une nuit, y compris à partir du moment où les plans de sécurité sont bien mis en place. Cela donne des occasions à la famille d'envisager et d'évaluer un retour à la maison et de considérer si c'est vraiment ce qu'ils veulent ou si c'est dans le meilleur intérêt de tout le monde. À cette étape de rapprochement et de contact physique dans le même espace physique, cela doit être vraiment fait de façon étroitement surveillée et réévalué à chaque fois en fonction de où en sont tous les différents joueurs de cette famille à ce moment-là. Le but est réévalué à chaque fois en fonction de où en sont tous les différents joueurs de cette famille à ce moment-là. Le but est vraiment de permettre à la famille de se sentir confiante, surtout au moment de l'application des plans de sécurité dans lesquels qu'ils auront appris sur un plan clinique. Cette réunification et ce processus de réintégration implique vraiment de travailler avec tous, la personne qui a causé le préjudice, la personne victimisée. Et au niveau de la thérapie, on essaye de faire une restructuration des relations de la famille. On essaye vraiment de créer une nouvelle norme dans la famille. Parce il y a eu l'abus. Donc, dans cette nouvelle norme, si vous voulez, du temps de qualité ensemble, comment d'écouter de façon ouverte, comment montrer aux autres le respect, tout ce sont des petites étapes. Et en finale, le processus de réunification, c'est d'arriver à faire que les parents, les enfants puissent parler de tout cela. Donc, le livre n'est pas fermé une fois qu'on a terminé le traitement. Cela ne veut pas dire qu'on n'en parlera plus jamais. Le traitement, c'est de pouvoir donner les éléments aux différents membres de la famille de comment gérer quand quelqu'un en parlera de nouveau. Surtout, par exemple, si l'enfant qui a été victimisé devient adulte et qu'un jour ses enfants, à eux, veulent dormir chez les oncles et les tantes. Donc, il faut donner les moyens à ce que les familles puissent gérer les situations et qu'elles se sentent vraiment à l'aise avec un point de vue multigénérationnel, les situations et qu'elles se sentent vraiment à l'aise avec un point de vue multigénérationnel, parce que ces traumas peuvent aussi se transposer à d'autres générations. Nous avons eu l'occasion de travailler avec des centaines de familles qui se sont réunifiées au cours des années et elles ont pu vraiment appliquer ce processus et d'établir de nouvelles limites en fonction de leurs besoins et de leurs relations propres. Donc, notre présentation était vraiment vous donner un petit aperçu
léger. Comment on peut s'engager dans un processus de réunification? C'est vraiment une ligne directrice. Ce n'est pas comment vraiment établir la réunification. Mais si vous voulez vous former, il y a un institut de formation avec les services pour les enfants jeunesse Radius. Vous pouvez faire une formation avec nous pour savoir comment bien établir un plan de réunification en fonction des lignes de conduite. Je pense que nous avons maintenant un petit peu de temps pour des questions. La réunification, pour vous rappeler, ne veut pas toujours dire que l'adolescent rentre à la maison. Quelquefois, l'adolescent ne revient pas à la maison, mais cela veut dire qu'il peut quand même passer du temps ensemble en vacances ou aller souper ensemble. Ça ne veut pas toujours dire qu'il va revenir à la maison. Il y a vraiment un processus d'évaluation. Quelquefois, on recommande la réunification plus tôt, mais en principe, cela prend 6 à 18 mois après le commencement du traitement. Donc, c'est un processus assez long. Pour ajouter à ce que Michael vient de dire, c'est que les familles qui s'impliquent dans ce processus, ce sont des familles à long, plus de 2 ans. Le travail individuel doit être commencé avant même de penser à une réunification et de considérer l'éventualité. Donc, ce sont des familles que l'on doit être prêt à aider et à qui donner du soutien dans la durée. Il y aura un thérapeute pour l'adolescent et il y aura peut-être aussi plusieurs enfants, plusieurs autres frères et sœurs qui ont été abusés. Donc, c'est vraiment une approche d'équipe que l'on a dans ces cas-là. On va prendre quelques minutes pour attendre les questions. Vous pouvez écrire vos questions dans la boîte des commentaires si vous voulez poser une question. Nous avons quelques minutes et nous pouvons répondre aux questions si vous avez des expériences en particulier que vous voulez partager avec nous. Ces cas peuvent être vraiment difficiles. C'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas toujours la formation et les ressources cliniques pour y faire face. Et au niveau de la justice et de la protection de l'enfance, ont du mal pour permettre ces réunifications lorsqu'ils n'en ont pas les ressources ni les outils. Au niveau de la dynamique de la famille, souvent peut être répliqué au niveau clinique. Nous voulons vraiment insister sur le fait que la collaboration est très importante et que la communication entre tous les professionnels soit vraiment faite pour ne pas reproduire ces schémas. Est-ce que vous pouvez parler plus de la réunification statique et comment cela affecte les évaluations de trauma? Andrea, je pense que vous parlez de quand les adolescents et les enfants n'ont pas été séparés. De façon typique, ce que l'on recommande et que l'on ne négocie pas de notre côté, et c'est ce qui est dit aussi dans la littérature, au moment de la divulgation, l'enquête et l'évaluation, il y a toujours un moment où l'enfant qui a été victimisé est séparé de l'adolescent. Et c'est après ces évaluations entre l'adolescent agresseur et la victime que l'on donne des recommandations cliniques claires, surtout quant à la séparation qui est cruciale. Au niveau des effets, nous ne sommes pas trop sûrs. Radius lance d'ailleurs une étude quant aux effets et aux conséquences des réunifications et l'impact, les effets sur le bien-être et des possibilités de répétition de ces agressions sexuelles. C'est un domaine qui n'a pas été étudié du tout et c'est quelque chose que sur lequel nous commençons à travailler.
Nous avons une autre question. Est-ce que le processus est le même pour les frères et sœurs qui ont moins de 12 ans? C'est une excellente question, Tamara. Je suggérais que non. Les enfants de moins de 12 ans font partie d'un point de vue complètement différent. Je vous enverrai qui s'appelle la Task Force, comprendre bien les enfants qui s'impliquent dans des comportements sexuels problématiques. L'importance de la séparation dans ces cas-là, si l'agression sexuelle est en dessous de 12 ans, que la séparation n'est pas toujours nécessaire. Et il donne vraiment des lignes directrices claires et pour adresser les besoins des enfants en dessous de 12 ans. Il y a des documents pour les enfants qui ont entre l'âge de 12 ans et de 18 ans et aussi à n'importe quel âge. Brittany demande qu'est-ce qui serait recommandé si un enfant de 16 ans rapporte un abus sexuel par son frère de 20 ans et que l'abus a eu lieu lorsqu'ils avaient 13 ans et qu'il n'y a pas eu de traitement. C'est une très bonne question. C'est une situation très complexe à ce moment-là. Parce que maintenant, ils ont 16 et 20 ans. Ils ont bien sûr des contacts s'ils le souhaitent, sans avoir l'intervention des services de protection à l'enfance. Dans ces cas-là, si la personne de 16 ans ne veut pas commencer le traitement, c'est elle qui décide et qui décide du processus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, Mélissa? Non, non. Est-ce que vous adapteriez ce processus à des jeunes qui ont des problèmes de retard mentaux? Je pense qu'avec n'importe quel traitement, il doit être adapté en fonction des besoins du client. L'évaluation permet de comprendre les besoins développementaux et cognitifs. Donc, dans ces cas-là, on le vérifie en fonction des besoins, surtout au niveau des adolescents agresseurs. On doit considérer le principe de responsabilité. Cela veut dire d'adapter, de la façon dont on doit adapter. Donc, cela est fonction du praticien traitant d'adapter en fonction des besoins et de répondre aux besoins surtout. Tammy a une très bonne question. Nombre des faits avec lesquels je travaille. La première requête n'est pas de séparation parce qu'il y a la culpabilité, la honte et qu'ils ont peur du stigma au niveau de la famille, surtout si la victime est retirée de la maison et que cela crée un trauma supplémentaire. Je suis d'accord avec vous, Tammy. De façon anecdotale, au cours des années, c'est quelquefois les conséquences de dire ce qui s'est passé ne valent pas le coup. Dans ces cas-là, ce que l'on suggère et ce que l'on fait dans le travail, c'est de donner l'espoir et d'être très clair que si vous souhaitez le contact et que la séparation est obligatoire, on donne des lignes directrices comment atteindre ce but. Encore une fois, on fait les évaluations des besoins de l'enfant qui a été victimisé et de les conséquences de la séparation pour l'enfant qui a été abusé et l'impact de cette séparation sur l'adolescent qui a été agresseur. Quelquefois, il y a des mandats juridiques que l'on doit respecter ou que les évaluations recommandent la séparation. Donc, dans ce cas-là, ce que je suggère, Tammy, ce sont des questions de traitement sur lesquelles on doit travailler avec l'enfant qui a été victimisé et les membres de la famille qui travaillent avec eux. Surtout que l'enfant ne pense pas que ce soit un problème
euh, et que ce soit une conséquence négative qu'ils aient divulgué l'agression sexuelle, parce que ce serait une expérience terrible. Et la raison pour laquelle on commence une étude avec Radius, c'est pour vraiment comprendre les effets de la séparation entre les frères et sœurs, parce que on est bien d'accord avec vous, on ne sait pas, on ne peut pas estimer l'impact. Avec Radius, c'est pour vraiment comprendre les effets de la séparation entre les frères et sœurs, parce que on est bien d'accord avec vous, on ne sait pas, on ne peut pas estimer l'impact. Et que si la séparation est très importante dans la durée, il y a un impact plus négatif et peut-être aussi ou plus important que l'abus sexuel. Donc, il faut vraiment donner à la famille différentes étapes et des lignes directrices. Vous pouvez leur faire revoir cette liste des conditions préalables afin qu'ils puissent envisager une réunification rapide avec du succès. Il faut vraiment avoir une carte de route claire, comme l'a dit Mélissa. Quelle est la durée de temps pour une réunification? De 6 à 18 mois, que vous êtes d'accord, mais exceptionnel. D'après mon expérience, ça arrive plutôt 8 à 14 mois après le traitement. Quelquefois, par exemple, s'il y a Noël, qui est une réunion de famille importante, quelquefois on accélère un petit peu le processus, mais la sécurité est vraiment évidemment le point le plus important. Et on ne peut pas mettre en risque cette sécurité pour qui que ce soit. Donc la réunification après plusieurs mois de thérapie ou après l'évaluation, cela ne veut pas dire que le traitement est terminé, que ce soit pour l'enfant qui est agressé ou la personne qui a été victimisée. C'est un processus sur lequel tous doivent travailler ensemble et gérer toutes les questions en même temps lorsqu'elles font face. Mélissa, merci et merci à tous les participants pour aujourd'hui. Pour vous rappeler aussi que Radius a une vocation de conseiller. Si vous voulez nous poser des questions et me poser des questions spécialisées, nous fournissons aussi du service et du conseil. Donc encore une fois, merci beaucoup.